El pasado mes de marzo, Casa Árabe e Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán, dentro de su amplia programación, inició un ciclo de conferencias inscrito bajo el título ¿Qué presente y qué futuro para Oriente Medio? A medio camino entre las ciudades de Barcelona, Córdoba y Madrid, esta tribuna queda abierta al público en general, medios de comunicación, investigadores y estudiantes, y se orienta a través del testimonio directo de actores y analistas de Oriente Medio a abordar con seriedad y profusión asuntos de notable significación tanto para el devenir de esta zona del mundo como para el conjunto de la sociedad internacional. En la actualidad, gran parte de las tensiones geopolíticas mundiales se concentran en Oriente Medio, dado su alto valor geoestratégico y económico, además de la inestabilidad inherente al sempiterno conflicto árabe-israelí. Así pues, a las viejas controversias se han sumado otras nuevas durante el período de la posguerra fría. Primero, la guerra en Irak, a raíz de la intervención y ocupación estadounidense, el desmantelamiento del Estado iraquí y la situación de desgobierno y anarquía en una especie de guerra de todos contra todos. Segundo, el creciente empoderamiento de las minorías chiíes en el mundo árabe en general y en la subregión del Golfo Arábigo-Pérsico en particular. Tercero, la profundización de la crisis política en Líbano y la intervención israelí durante el pasado verano auguran las peores pesadillas del país de los cedros. Cuarto, el dossier nuclear iraní y su pulso al orden regional de cuño estadounidense e israelí parecen vaticinar nuevos vientos de guerra en la región. Quinto, el fracaso del proceso de paz de Oslo, el boicot internacional al gobierno de Hamás y posteriormente al de Unidad Nacional Palestino, junto al clima de confrontación civil en Palestina, reaviva una vez más la tensión regional. Sin olvidar, por último, que la persistencia de los regímenes autoritarios reticentes a la apertura de sus sistemas políticos a la participación ciudadana son una fuente de constante inestabilidad. Je crois que ni l'Occident ni l'Orient ne sont des blocs homogènes. Ce sont des imaginaires qui sont constitués par la littérature, par les médias, par l'enseignement très souvent, et qu'il y a une telle diversité, aussi bien à l'intérieur de l'Occident, qui aujourd'hui se définit lui-même de façon religieuse, ce qui est curieux puisqu'il dit l'Occident judéo-chrétien. Il y a 40 ans, on disait que les sources de l'Occident, dans son histoire, étaient gréco-romaines. Donc on a fait aussi un changement complet de la source identitaire, et tout ça est dans l'imaginaire, évidemment. Et puis du côté de l'Orient, la diversité, alors, elle est tout aussi grande. C'est des langues différentes, c'est des races différentes, c'est des pratiques de l'islam qui sont différentes. Il y a beaucoup de non-musulmans dans le monde musulman. Et donc cette idée qu'il y a des blocs est une idée qui est un peu folle et qui est une idée géopolitique qui permet à des puissances de dominer, un bloc qui permet à un bloc de dominer l'autre bloc. Et les mouvements de révolte et de résistance qu'on voit du côté de ce qu'on appelle le monde arabo-musulman, c'est évidemment des résistances à cette hégémonie américaine actuellement, surtout avec l'allié israélien. Et puis c'est très souvent aussi des mouvements internes de contestation des régimes politiques et de l'ordre acquis. La fractura imaginaria entre Oriente y Occidente se ha ampliado de unos años a esta parte como consecuencia de los acontecimientos registrados en Oriente Medio. Sostiene George Corm en su libro de más reciente edición en España, La cuestión religiosa en el siglo XXI, que sería necesario dejar de utilizar tan recurrentemente el concepto de Occidente. En él, según el historiador y economista libanés, se apoya el nacionalismo moderno, basado en la idea de civilización de la megaidentidad Occidente, de la cual Estados Unidos se erige en defensor frente al peligro externo, evidentemente representado por el terrorismo y por el Islam. Je ne crois pas qu'il y a quelque chose qui s'appelle un monde judéo-chrétien, pas plus que je ne pense qu'il y a quelque chose qui s'appelle un monde musulman. Et j'avais fait un précédent ouvrage, traduit en espagnol d'ailleurs, qui s'appelle Orient-Occident, la fracture imaginaire. Je pense que l'intolérance en Occident, elle est elle aussi très très forte.
et que l'intolérance dans les pays musulmans, elle est plutôt faite de poches, ce que j'ai appelé tout à l'heure les poches de résistance à des occupations de territoire, à des invasions, à la persécution de certaines populations, comme la population palestinienne, comme ce que nous, les Libanais, nous avons subi l'été dernier, 32 jours de bombardements sauvages par terre, par mer, de la part de l'armée israélienne, qui a occupé le sud du Liban pendant 22 ans, qui est arrivée jusqu'à Beyrouth en 1982, l'armée américaine qui envahit l'Irak, les 13 années d'embargo contre le peuple irakien qui ont fait 2 millions de victimes et qui sont un crime contre l'humanité, évidemment, tout ça, ça marque les habitants de la région du monde à laquelle j'appartiens. Et malgré cela, nous essayons, nous faisons de notre mieux pour maintenir une ouverture sur, non pas les Européens ou les Occidentaux, parce que je crois que la responsabilité de ces situations d'oppression, elle est sur les gouvernements, elle n'est pas du tout sur les peuples. La expresión terrorismo internacional, lejos de dar cuenta de la complejidad de las diferentes formas de terrorismo, hace demasiada referencia al cajón desastre del terrorismo islámico, una reminiscencia más o menos consciente del de subversión comunista, que muchas veces se aplicaba indiscriminadamente a todas las fuerzas que se oponían al sistema dominante. Oui, mais un des buts de la politique américaine et israélienne est de définir de façon abstraite l'ennemi comme étant le terrorisme transnational, mais en fait on sait qu'il s'agit de l'islam, et le président Bush parle même de fascisme islamique comme le nouvel ennemi, et de ne faire aucune différence entre la résistance à une occupation qui est tout à fait légitime, n'est-ce pas, et puis des mouvements de terrorisme violents comme l'humanité en a connu dans toute son histoire. Et l'Europe elle-même, il y a 40 ans, était déchirée par les mouvements d'extrême gauche, la bande à Badr, les brigades rouges, l'action directe en France, l'armée rouge japonaise. Avant ça, on avait eu le grand terrorisme et nihilisme de la Russie à la fin du 19e siècle. Il y a eu le terrorisme des Balkans qui a été à l'origine de la Première Guerre mondiale. Donc ce genre de terrorisme est de tous les temps, et la seule façon de le réduire, c'est de travailler sur les causes qui l'engendrent, et qui sont souvent des causes complexes de nature sociale, de nature culturelle, de même qu'il reste aussi des poches, il est resté jusqu'à il n'y a pas longtemps, les poches de terrorisme en Irlande, comme on dit, entre guillemets. En Espagne, vous avez le problème de l'ETA et le problème bas. Au Sri Lanka, ça fait 40 ans que vous avez aussi des commandos suicides, et ça n'émeut personne. Mais si vous avez un commando suicide en Irak ou en Palestine occupée, en Israël, ça suscite l'indignation généralisée. C'est la politique des 2 poids, 2 mesures qui est évidemment extrêmement nocive et qui complique et qui, à mon avis, amène encore plus de conflits pour le futur. El discurso político estadounidense, desde el 11 de septiembre, se esfuerza por reproducir el que reinaba en tiempos de Guerra Fría. El imperio del mal, acuñado por Ronald Reagan, ha sido sustituido por el terrorismo transnacional, supuestamente procedente de los países musulmanes y del eje del mal de 3 estados tildados de canallas: Irán, Corea del Norte e Irak, hasta la invasión estadounidense. La estructura del discurso es exactamente la misma que la que se aplicaba a la Unión Soviética, como si la amenaza terrorista de hoy fuese de la misma naturaleza que la amenaza nuclear de ayer. Le problème des États-Unis depuis longtemps, ça a été aussi le problème de l'Europe autrefois, c'est d'avoir une vision binaire du monde. Il y a des bons et il y a des méchants. Et on désigne souvent de façon très arbitraire qui sont les méchants et qui sont les bons, et puis ça permet de tout justifier. Vous prenez la situation actuelle au Liban, on vous prétend qu'il y a de mauvais Libanais qui sont que des pions aux mains de la Syrie et de l'Iran, et puis il y a les bons Libanais, ce sont ceux qui reçoivent tous les jours les coups de téléphone de M. Bush, de Mme Condoleezza Rice ou de M. Jacques Chirac. C'est une très mauvaise façon de permettre l'entente et d'amener la paix. Ça, c'est, au contraire, c'est préparer une guerre, à la limite, qui serait une guerre mondiale,
dont on voudrait faire porter la responsabilité à l'Iran, qui essaye de développer sa capacité de production d'uranium enrichi avec l'Agence de l'énergie atomique. On trouve cela intolérable, mais on trouve tout à fait normal qu'Israël ait 200 têtes atomiques, que le Pakistan ait la bombe atomique, que l'Inde ait la bombe atomique, et même la Corée du Nord qui l'a eue et qui a dit qu'elle l'avait eue, on la traite extrêmement poliment. N'est-ce pas ? Donc on voit ici qu'il y a un fond de racisme aussi qui se mêle dans cette politique extrêmement agresiva qui est développée vis-à-vis du Moyen-Orient. El presagio de un conflicto de mayores proporciones entre las administraciones norteamericana e iraní cobra sentido en virtud de la crisis creciente que propicia, de un lado, el desarrollo de los programas nucleares del régimen de Teherán y, de otro lado, la negativa estadounidense y de sus aliados occidentales y regionales como Israel. Frente a la consideración internacional que habla de estos planes como el paso previo para hacerse con el arma nuclear, Irán se obstina en defender la tesis de que se enmarcan exclusivamente en el deseo de hacer frente a futuras necesidades energéticas. Irán considera que la energía nuclear es un medio para modernizar y diversificar su suministro de energía, dado que sus grandes reservas de petróleo se agotarán en 7 o 9 décadas, y en la actualidad es demandante de energía eléctrica para acometer su modernización socioeconómica. Le programme nucléaire iranien ne date pas de la République islamique, elle était déjà commencée à l'époque du Shah, et des pays comme l'Allemagne, comme la France et comme les États-Unis étaient impliqués dans ce programme nucléaire. Ceci étant, à l'époque, le Shah était l'allié de l'Occident, et donc on n'avait pas de crainte à ce niveau-là. Et il faut néanmoins souligner que peut-être le Shah aussi avait un programme de nucléaire militaire en tête, mais dans l'étape où il était encore dirigeant de l'Iran, le programme ne consistait pas à l'enrichissement de l'uranium. L'Iran avait signé un accord avec la France et l'Iran participait au programme d'enrichissement français, ce qu'on appelle le programme Eurodif. L'Iran avait pris une participation de l'ordre de $1 milliard dans ce programme. Donc, si on avait construit les centrales nucléaires, le nucléaire de l'uranium enrichi aurait été donné par la France et l'Iran n'aurait pas enrichi d'uranium, en tout cas dans les premières étapes. Ceci étant, quand le gouvernement a changé, quand le régime a changé, la République islamique a abandonné complètement le programme du Shah, peut-être pour dire que nous faisons le contraire du régime précédent. Souvent, les régimes révolutionnaires font le contraire du régime précédent. Et eux-mêmes ont repris le programme durant la guerre Iran-Irak, quand ils ont vu que Saddam Hussein avait des armes chimiques et utilisait ces armes chimiques contre l'Iran. Et ils ont recommencé le programme nucléaire. Et aujourd'hui, on accuse beaucoup M. Ahmadinejad de développer ce programme. Je crois que c'est une erreur, parce que le programme s'est développé essentiellement à l'époque de M. Khatami, le président réformateur souriant qui voulait changer la politique étrangère de l'Iran. C'est à cette époque que ce programme s'est développé. Et aujourd'hui, il se développe peut-être de façon plus spectaculaire parce que M. Ahmadinejad accuse son prédécesseur d'avoir abandonné les intérêts nationaux et les intérêts de la révolution en faisant des concessions trop importantes aux 3 États européens après les négociations et surtout après la signature de l'accord de Paris en janvier 2004. Contra la imagen preconcebida y simplista que pudiera haberse instalado en Occidente acerca de Irán, este es un país que pretende salir de su largo y forzado aislamiento internacional para integrarse en un nuevo orden regional y mundial, en el que Teherán participe al igual que otros estados de la zona. Estado teocrático de mayoría chií y con un pasado milenario a diferencia de los países de su entorno, cuenta actualmente con aproximadamente 70 millones de habitantes, de los cuales más del 83% está alfabetizado, siendo por tanto su capital humano, la educación de sus gentes, un elemento tan notable como el de su riqueza energética.
extrêmement important de savoir que l'Iran est considéré à l'extérieur comme un pays menaçant, puisqu'il cherche à développer l'arme nucléaire, puisqu'il aide les mouvements islamistes, le Hamas, le djihad, le Hezbollah au Liban, et qu'il y a une volonté hégémonique de l'Iran au Moyen-Orient. Ça, c'est la perception de l'extérieur. À l'intérieur de l'Iran, c'est exactement l'inverse. Ce n'est pas un pays qui est menaçant, mais c'est un pays qui est menacé, puisqu'il y a l'encerclement de son territoire par la présence américaine en Irak, en Afghanistan, dans le Golfe Persique et même dans le nord de l'Iran, en Asie centrale et au Caucase. Et les Iraniens craignent qu'il y aurait une sorte de possibilité de confrontation avec les Américains, qui seront d'ailleurs aidés dans cette confrontation avec Israël. Je crois que les deux points de vue sont tout à fait justes. Ces deux images ont une part de réalité des deux côtés. Il est vrai que les Iraniens, s'ils se dotent de l'arme nucléaire, ce qui n'est pas pour demain, il faut bien savoir, ça va durer plusieurs années au moins, c'est à première vue, en tout cas, c'est une sorte de tentative de protéger leur territoire contre une éventuelle attaque. Pour les Iraniens, le discours qu'on peut lire dans les revues spécialisées iraniennes, ils disent par exemple que si les Américains ont attaqué l'Irak, ce n'est pas parce que l'Irak avait des armes de destruction massive, c'est parce qu'il n'avait pas d'armes de destruction massive. Et dans cette perspective, si nous avons des armes de destruction massive, cela serait une protection pour l'avenir du régime et de la nation iranienne. Donc, il présente ça de cette façon-là, mais c'est tout à fait imperceptible dans la presse généralisée, puisque le discours général, c'est que nous ne voulons pas l'arme nucléaire, nous voulons faire du nucléaire civil. Et donc, il y a une grande ambiguïté. D'un côté, on peut comprendre des Iraniens qui veulent mettre un parapluie protecteur sur leur territoire, et de l'autre côté, officiellement, le gouvernement iranien ne dit jamais, et n'a toujours pas dit, qu'il poursuit un programme nucléaire militaire. Según los estudiosos, el alcance de una fortaleza nuclear es un factor dinámico, pone en movimiento progresivo otras fuerzas tecnológicas. En verdad, la vocación tecnológica no es adversa a los postulados fundamentalistas. Bien se sabe que los regímenes totalitarios y teocráticos no necesariamente renuncian a la ciencia ni a las innovaciones técnicas si éstas refuerzan sus objetivos nacionales. Je pense qu'il faut voir les choses de façon un peu plus pragmatique. La République islamique, bien que très idéologique, a aussi une dose de pragmatisme. Et leur politique consiste à aller de l'avant dans leur programme d'enrichissement nucléaire en profitant, en gagnant du temps. Mais la République islamique est consciente qu'elle ne va pas prendre le risque d'une confrontation militaire directe avec un pays comme les États-Unis ou Israël. Parce que l'objectif principal de la République islamique, ce n'est pas de se doter de l'arme nucléaire. L'objectif principal, c'est de se maintenir au pouvoir. Ça, c'est l'objectif incontournable. Et donc, ils vont mollo, si vous voulez. Ils avancent doucement et ils essaient de sonder les actions éventuelles des ennemis comme Israël, comme les États-Unis, et voir est-ce que vraiment ils sont sérieux, et dans cette perspective, ils gagnent du temps. Alors les Iraniens vont essayer, à mon avis, dans la mesure du possible, de continuer cette méthode d'un pas en avant, d'un pas en arrière, pour, entre-temps, profiter de développer leur technologie nucléaire et d'aller de l'avant. Après, on verra. Donc, ce n'est pas, à mon avis, un programme défini et que nous allons à tout prix aller vers le nucléaire militaire.
c'est beaucoup plus subtil que ça. On va vers le nucléaire civil, et puis évidemment quand on aura le nucléaire civil, on dominera complètement le nucléaire, alors le passage du civil au militaire, ce n'est qu'une décision politique. Donc l'Iran va essayer, dans la mesure du possible, d'arriver à ce qu'on appelle en général les pays du seuil, les pays qui sont capables d'avoir le nucléaire dans quelques mois, par exemple comme le Japon, comme l'Allemagne. Irán considera que Estados Unidos lleva a cabo un apartheid nuclear hipócrita, dado que Washington tiene una posición mucho más conciliadora hacia Corea del Norte, cuenta con la colaboración de un Pakistán nuclearizado en la guerra contra el terrorismo y ha manifestado su disposición de ayudar a India en la producción civil de energía nuclear. Aunque lo que más indigna a Irán es la asimetría nuclear en Oriente Medio, especialmente la actitud permisiva de Estados Unidos hacia Israel. Les Iraniens ont bâti en partie leur politique nucléaire sur une idée qui, à leurs yeux, avait de la valeur jusqu'il y a quelques mois. C'est-à-dire qu'ils pensaient qu'ils allaient avoir le soutien de la Russie et de la Chine. Les Chinois et les Russes ont soutenu en partie l'Iran, mais une fois le problème au Conseil de sécurité, comme vous le savez, la Chine et la Russie ont voté les sanctions à l'encontre de l'Iran. Et en fait, ils n'ont pas voulu sacrifier leurs relations avec l'Occident pour leurs relations avec Téhéran. Et les Iraniens ont découvert avec amertume que ces deux pays qu'ils croyaient être alliés étaient alliés jusqu'à un certain niveau, mais pas au-delà où ils prendraient des risques pour leurs propres relations avec les pays occidentaux et surtout avec les États-Unis. Donc, à travers cette crise du nucléaire, l'Iran se redécouvre encore plus isolé qu'il pensait être. El mundo árabe e islámico, y de manera particular la zona de Oriente Medio, es un innegable foco de conflictividad tanto por razones internas como, no precisamente menos, externas. Son varias las generaciones de conflictos registradas en esta área tan sensible del sistema internacional. La primera tuvo que ver con la era de la descolonización turco-otomana entre finales del siglo XIX y principios del XX. La segunda, con la descolonización de las potencias europeas a raíz de la Segunda Guerra Mundial. La tercera, con la construcción y consolidación del Estado Nacional durante las décadas de los 50 y 60, esto es, durante el periodo de la denominada Guerra Fría Árabe. La cuarta, con la democratización del mismo Estado árabe, afectado por una grave crisis de legitimidad durante las dos últimas décadas del siglo XX y la primera del incipiente siglo XXI. Y, por último, la quinta, con la reconfiguración política de toda la región a propósito de los cambios registrados en la estructura del poder en el sistema internacional de la posguerra fría. Las dos últimas generaciones de conflictos coinciden en el tiempo y en el espacio, pero no en sus intereses. Cómo se resuelva esta pugna será fundamental no solo para los miles de hombres y de mujeres de la región, sino también para el conjunto de la humanidad.